Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des présentations de jeux Bazinga. Après avoir traité de Mage Wars la semaine dernière, j'ai pensé que ce serait bien de pouvoir vous présenter un jeu auquel il est souvent comparé et qui est Summoner Wars. Voilà, je suis désolé, moi j'ai des boîtes de la première édition en anglais. Aujourd'hui elles sont un petit peu différentes, voilà les boîtes de base. Elles sont un petit peu différentes et elles sont traduites également par Philosophia. Alors Summoner Wars c'est un jeu de duel de magiciens aussi, publié donc par Philosophia et Playdats, enfin Philosophia en français, et qui oppose deux joueurs, ou quatre éventuellement dans les règles additionnelles, mais essentiellement il a été conçu pour deux joueurs, qui sont des grands magiciens et qui combattent avec des armées et des sorts sur un support quadrillé. Donc effectivement, ça va sans doute vous rappeler quelque chose, et vous allez pouvoir voir la différence avec Mage Wars que j'ai présenté récemment. Donc là, on va faire le tour des règles du jeu, ainsi que des cartes qui sont contenues dans les deux starters qui sont dans le commerce. Et puis ensuite, je reviens pour donner ma petite analyse et mon avis sur ce jeu. A tout à l'heure. Voici les deux boîtes de base de Summoner Wars. Alors, ce n'est plus l'édition que vous pouvez trouver en boutique aujourd'hui. En plus, c'est la version originale en anglais. Aujourd'hui, le design a un peu changé, mais le contenu est le même. Chaque boîte possède deux decks, deux factions. Donc, on peut jouer tout de suite avec le contenu de chaque boîte. Il suffit d'en acheter une. Et on peut commencer à jouer puisqu'ils contiennent tout le matériel qui se trouve dans les nécessaires pour jouer. Alors, la première, celle-ci, a deux factions, les gobelins et les nains, alors que l'autre a une faction d'orques, des glaces, et d'elfes de feu. Donc les deux, en achetant les deux, vous avez les quatre factions de base. Vous voyez, c'est assez compact et c'est assez facile à emporter. Je pense que les boîtes d'aujourd'hui sont d'une taille comparable. Et elles sont assez solides, donc c'est vraiment facile à transporter. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, chacune d'entre elles, et puis faire le détail des cartes. Alors quand on ouvre une boîte, le contenu que l'on trouve à l'intérieur est le suivant. Vous aviez un livre de règles qui est assez court. On va voir l'intégralité des règles parce que les règles de base sont vraiment très très simples. Donc il y a les règles de base, il y a les règles également pour jouer à 4, ainsi que les règles pour construire des decks, c'est-à-dire mélanger les factions avec les renforts ou des factions supplémentaires. Enfin, c'est toujours la même faction, mais il y a des cartes supplémentaires, ce qui permet de customiser les decks à l'intérieur d'une faction. Donc il y a des suppléments qui sont disponibles, qui sont des decks de renfort, qui permettent d'ajouter des cartes à celle des boîtes de base. Donc ensuite vous avez les deux decks ici qu'on va voir un petit peu en détail, ainsi que des pions double face qui permettent de suivre les dégâts pour un point de dégâts, et de l'autre côté ça vaut 3, des dés. On a aussi évidemment une carte. Alors la carte est en papier. Elle n'est pas super, je vais l'étendre pour que vous puissiez vous en rendre compte. Alors voici la carte en papier, une fois qu'elle est sortie de la boîte et dépliée. C'est du papier assez fort, c'est pas du carton, mais c'est du papier relativement épais. Il tient pas complètement à plat, mais c'est quand même assez satisfaisant pour jouer. On peut quand même reprocher le côté pas pratique parce que comme ça gondole un petit peu, les cartes ne tiennent pas forcément en place. Malgré tout, étant donné le prix et la portabilité de l'ensemble, c'est un compromis qui est tout à fait raisonnable à mon avis et qui permet de jouer vraiment dans toutes les circonstances. Alors c'est assez grand, c'est assez encombrant quand c'est déployé. Donc c'est pas un jeu qu'on peut jouer dans le train, sur une tablette, dans un avion. C'est quand même un jeu qui prend, mine de rien, pas mal de place. Alors on peut très bien imaginer qu'on se passe, puisque qu'on se passe de ce plateau de jeu, puisque le quadrillage représente 6 par 8.
tout simplement. Donc on peut très bien imaginer virtuellement se représenter le quadrillage, même si c'est pas forcément nécessaire. Là, ça permet de voir les choses. Alors, il est divisé en deux puisque chaque joueur a sa moitié et il ne peut pas déployer ces murs qui sont l'endroit d'où partent les invocations ailleurs. Donc, vous avez aussi l'emplacement pour la pile de pioches ainsi que pour la magie et la défausse. Alors, on va voir ce que ça signifie tout de suite dans le détail des règles. Alors, voici maintenant le détail des cartes. Ici, vous avez une carte que chaque faction possède, qui est sa disposition initiale. Vous avez ici la représentation de la grille 6 par 4 du côté du joueur, et la position initiale des différentes cartes qui sont déjà en jeu au moment où commence la partie. Alors, ici vous avez leur nom en haut, et ensuite la signification. W c'est toujours le mur, et S le summoner, c'est-à-dire la pièce la plus importante de la partie, celle qu'il faut détruire pour pouvoir l'emporter. Donc là, vous avez tous les détails. De l'autre côté, vous avez le contenu du deck. De façon, en tout cas pour ce qui est des cartes d'événements, ça vous donne la répartition, ainsi qu'un rappel des 6 phases du jeu qu'on va voir tout à l'heure dans l'exemple. Maintenant, une carte essentielle, le fameux mur. Alors le mur, c'est une carte qui se trouve, il y en a une en jeu à l'origine, on l'a vu tout à l'heure, et c'est la carte à partir desquelles on fait les invocations, c'est-à-dire que quand une créature apparaît, elle apparaît orthogonalement à côté, c'est-à-dire en haut, en bas, à gauche, à droite, pas en diagonale. Hein. Donc il y a quatre positions sur les 4 cases sur lesquelles on peut mettre une créature que l'on vient d'invoquer, une carte que l'on vient d'invoquer. Alors ici, on a les points de vie qui sont notés en bas du mur, donc ils peuvent être détruits. Il y a une race comme les nains qui est spécialisée, qui a des cartes spécialisées pour détruire les murs. Et à partir du moment où vous n'avez plus de mur en jeu, vous ne pouvez pas invoquer quoi que ce soit. Donc si tous vos murs vous ont été détruits, c'est un problème puisque vous ne pouvez plus, vous êtes contraint de finir la partie avec ce que vous avez déjà mis en jeu, quelles que soient les cartes que vous avez en main. Vous ne pouvez plus en invoquer de nouvelles. Donc ensuite, le summoner, qui est la pièce maîtresse, qui est la cible de l'adversaire. Donc en général, c'est une créature assez puissante. Je vais vous en profiter pour décrire les différentes informations qu'on peut trouver sur une carte. En haut, vous avez son nom. En dessous, vous avez une description qui vous permet de savoir quel est le type de la carte, parce que là, c'est une créature. Donc ici, vous avez summoner. Donc ça veut dire que c'est un summoner. La carte principale, qui n'existe qu'une fois, qui commence la partie en jeu et qui n'existe qu'une fois dans le deck. Il y a aussi d'autres cartes que je vais vous montrer juste derrière, qui sont les champions et les communes. Donc le nom, le type. Ici, le nombre de dés d'attaque. Ici, le fait qu'elle ait un pouvoir, qu'elle apparaisse directement en jeu. Elle n'a pas de pouvoir d'invocation. Elle n'a pas de coût pour l'invoquer, pardon. Sans ça, ça serait le coût de mana pour l'invoquer. On le verra sur d'autres cartes qui sont invocables. Ici, on a une épée, ce qui veut dire que son attaque est une attaque de corps à corps. Si c'était autre chose, c'est-à-dire un arc et une flèche, ça serait une attaque à distance. Ici, le nombre de points de vie. Et ici, le pouvoir spécial, ainsi qu'une illustration. Alors, je continue avec justement une autre. On retrouve exactement les mêmes informations sur l'autre. Ici, on a un champion, donc ce sont des cartes qui ont un nom particulier, c'est-à-dire que ce sont des cartes notables dans la faction. Le symbole de faction étant là. Et la différence, c'est qu'ici, vous avez le coût de magie nécessaire à son invocation. Alors que dans le cas précédent, vous voyez, il n'y a aucune information parce que le summoner n'est pas invoqué. Lui, c'est lui qui invoque les autres. Et il est présent dès le début de la partie. Ici, toujours le pouvoir, l'illustration. Et un exemple de commune cette fois-ci, toujours les mêmes informations. Donc, vous voyez, c'est très très simple.
le pouvoir, le nom. Alors ici, il n'a plus de nom, vous voyez, c'est une dénomination générale puisque c'est une commune. Donc, il n'y a pas de choses particulières à en dire. C'est un fantassin lambda. Donc, voilà les différents éléments pour les créatures. Le dernier type, ce sont les cartes dites d'événements. En voici une. Tout simplement, vous avez le nom de la carte et son effet et une illustration qui, dans les decks de base, qui est toujours identique, donc il faut faire attention parce que c'est pas comme un Magic où chaque carte a son illustration. Ici, tous les événements ont la même illustration, donc c'est le nom et le pouvoir qui les différencient. Il n'y a pas de coup d'invocation, on va voir dans le détail des règles comment ça se passe. Il n'y a aucun coup d'invocation, on peut le faire sans problème. Alors là, vous voyez un plateau de jeu avec des cartes dessus. Je vais vous faire l'explication des règles. Le plateau de jeu, c'est mon métier, donc j'en ai fait un spécialement. Il a l'avantage d'être en tissu et donc de ne pas avoir les problèmes de plis et d'utilisation qu'on peut avoir avec la carte papier. Et il est pas rigide comme le plateau en carton. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, je me rapproche des cartes et ensuite on va aussi faire la présentation des règles qui est extrêmement simple. Donc, pour commencer, les joueurs commencent avec 5 cartes. Et ensuite, le tour, ils vont jouer alternativement leur tour. Il n'y a pas de possibilité d'intervenir pendant le tour de l'adversaire. La première phase est celle de la pioche, qui est tout simplement de réalimenter sa main avec 5 cartes. Et de monter à 5 cartes. Donc, on va prendre son deck qui est empilé là dans la pioche et on récupère 5 cartes. On va à 5 cartes, pardon. Ensuite, il y a la phase d'invocation. Pour invoquer une créature, il suffit de dépenser autant que son coût d'invocation. Donc ici, vous avez 2 cartes. Ici, elle fait 1. Ici, 1 aussi. 2 cartes qui sont invoquées. Alors, pour faire vous le montrer, on ne peut le faire que sur un mur, que à proximité d'un mur, et dans les 4 cases orthogonalement adjacentes au mur, on fait apparaître la carte. Ensuite, on défausse autant de cartes que son coût d'invocation, les cartes se trouvant dans la pile magie, pour les mettre dans la défausse. Donc si la pile magie est vide, ou s'il manque des cartes dedans, évidemment, on n'a pas assez de puissance magique pour invoquer. Donc ensuite, on pose une carte à côté, ici, ici, ici ou ici. Si les cases sont occupées, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire dans une case occupée. Si les 4 cases sont occupées, on n'a pas la possibilité d'invoquer quoi que ce soit. Donc c'est un moyen pour l'adversaire de vous étouffer en occupant les places autour des murs, par exemple. Il y a plusieurs murs, il y a plus d'un mur dans le deck, donc on n'est pas non plus limité, ou si on se le fait détruire, mais ça dépend, il y en a qui ont, les orques notamment, en ont des supplémentaires par rapport à la normale. Donc, après la pioche, refaire sa main à 5, on fait l'invocation, c'est-à-dire on fait apparaître des cartes. Ensuite, on a la possibilité de jouer des événements, les cartes événements, celles qu'on a vues tout à l'heure dans la description, autant qu'on veut, tant qu'on les a en main. Il n'y a pas de coût d'invocation qui soit associé. Et puis, ces cartes ont des conditions d'utilisation qu'il faut respecter, évidemment. Ensuite, mouvement. On peut très simplement déplacer jusqu'à 3 unités. Le déplacement se fait de 2 cases maxi jusqu'à 2 cases. On ne peut pas traverser des unités amies ou ennemies. Et on fait les déplacements orthogonalement. Donc là, je fais un déplacement de 2 sur le côté, par exemple. Ou ici, un seul en face pour aller au contact. Ou alors 2 pour faire un diagonal. Et on a terminé. Donc 3 unités, 2 cases. Après le mouvement, l'attaque. Alors, l'attaque, pour ici, hop, cette unité qui a une attaque au corps à corps, il faut qu'elle soit au contact,
évidemment. Toujours la même chose, on ne peut pas faire d'attaque en diagonale. Hein. En fait, les diagonales ne comptent jamais dans le jeu, pour ce qui est des attaques. Alors, attaque au corps à corps, ou alors attaque à distance, celui-là a un arc qui peut attaquer. C'est en fait 3 l'attaque normale, et pour ce qui est de celle-là, puisqu'elle a un pouvoir spécial d'attaque à distance, ça peut être 4. Donc ici, il faut que la ligne de vue soit dégagée, donc il n'y a rien dans l'intervalle. Certaines cartes, en général, qui sont des pouvoirs magiques, peuvent intervenir à travers ou sur l'intégralité des unités sur la ligne. Mais ici, il faut pouvoir attaquer comme ça, ou même au corps à corps, évidemment, si on le souhaite. Mais on perd l'avantage de l'attaque à distance de l'adversaire. Pour la résolution, c'est extrêmement simple. On regarde la valeur d'attaque de l'attaquant, qui se trouve ici. On lance autant de dés que cette valeur d'attaque. Donc ici, les deux ont 1, donc on lancerait 1 dé. Et on fait une touche pour chaque dé qui vaut 3 ou plus. C'est-à-dire 1 et 2 sont des échecs, 3 ou plus sont des coups qui portent. Alors si je fais l'essai ici, hop, je fais 4. Donc celui qui attaquerait ferait 1 point de dégâts, une touche. Comme chacune des deux unités a 1 point de vie, elle se détruirait. Elle serait détruite par l'autre. Si on a 2, comme c'est le cas pour, on va mettre une grosse créature en face, par exemple celle-là. Celle-ci a 9 points de vie, c'est assez énorme. On lui met un jeton. Si on fait 3 points de dégâts, on les compte en les retournant pour 3. Et puis dès qu'elle a encaissé autant de dégâts ou plus que ces nombres de points de vie, elle part dans la défausse de celui qui la tue. Alors, c'est une petite subtilité du jeu. Ça veut dire que quand vous tuez une carte de l'adversaire, elle va dans votre pile de magie à vous, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir servir après à être défaussée pour invoquer. Donc je répète, c'est un point intéressant. Plus vous tuez de créatures de l'adversaire, plus elles viennent alimenter votre propre magie. C'est pour ça que les cartes ont des dos différents, puisque à l'issue de la partie, elles vont être mélangées. Les cartes que vous avez tuées à votre adversaire vont finir dans votre discard ou votre pile de magie à vous, donc il va falloir les lui rendre. Donc c'est intéressant. Ça a aussi un autre corollaire. Il peut s'avérer intéressant pour vous de tuer vos propres créatures, au combat par exemple, pour les détruire, parce que dans ce cas-là, elles vont finir dans votre pile de magie. Et donc ça peut être intéressant des fois, suivant les circonstances, de vous débarrasser d'une de vos propres créatures pour avoir de la magie, pour pouvoir invoquer une créature puissante ultérieurement. Donc c'est un élément qu'il faut toujours garder en tête à ce niveau. Et enfin, après l'attaque, la phase de renforcement de la magie, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de défausser autant de cartes que l'on souhaite de sa main dans sa pile de magie qui se trouve là. C'est-à-dire d'alimenter sa puissance magique pour faire des invocations au tour suivant. C'est l'avantage et ça permet donc de préparer le terrain pour les invocations futures. C'est un double avantage, ça vous donne de la magie d'un côté, qui va vous permettre de faire plus de choses au tour ultérieur, et aussi ça vous permet de vider votre main, puisque comme vous vous en rappelez, la première action du tour c'est de piocher et de mettre sa main à 5 cartes. Donc si vous en avez défaussé, vous piochez plus. Donc ça vous permet de voir plus de votre deck, d'aller plonger dans votre deck plus vite. Alors le désavantage, c'est que une fois que vous avez épuisé votre pioche, que vous n'avez plus de cartes dans votre pioche, vous n'avez plus la possibilité de piocher quoi que ce soit. La défausse ne revient pas. Donc, eh bien, vous êtes obligé de terminer la partie avec ce que vous avez en main. Donc des fois, il arrive des situations où un joueur va beaucoup piocher au départ parce qu'il n'a pas eu les cartes qu'il voulait ou parce qu'il a fait un choix en ce sens, et eh bien, la personne se retrouve bloquée
plus tôt dans la partie avec une pioche vide, et donc l'obligation de terminer avec ce qu'il a en jeu et ce qu'il a en main. Donc c'est aussi un problème éventuel qu'on peut avoir. Donc vous voyez, les règles sont vraiment très très simples. 5 phases, pioche, invocation, 6 phases, pardon, pioche, invocation, jouer des événements, déplacer, attaque et défausse éventuelle. Il peut y avoir une sorte de pseudo-phase en fin de tour quand il y a des créatures qui ont des pouvoirs à activer en fin de tour. Mais c'est pas vraiment une phase, c'est juste un moment dans la partie où on va gérer un certain nombre de choses. Donc voilà, vous connaissez toutes les règles de Summoner Wars, elles sont vraiment très simples. Je reviens juste ici vous présenter les deux boîtes de base, de façon à vous donner une idée des styles de jeu qui sont dedans. Comme ça, si vous avez un choix à faire entre les deux, vous pourrez prendre quelque chose qui vous convient peut-être plus que si vous choisissez au hasard. Alors, la boîte qui contient les orques, les gobelins et les nains. En fait, les orques, les gobelins, décidément, leur spécialité, c'est de se regrouper en bandes et donc de faire des attaques très rapides et de pouvoir se mettre en meute sur les adversaires. Donc c'est un style de jeu assez amusant et assez direct. Les nains, eux, ont la spécialité de pouvoir détruire les murs. Ils sont très forts en défense, déjà, beaucoup plus résistants et difficiles à tuer que les autres créatures. Et en plus, ils ont des unités spécifiques qui permettent, qui font plus de dégâts quand elles attaquent qui lancent plus de dés quand elles attaquent les murs. Et donc, de pouvoir prendre à la gorge l'adversaire de cette façon-là, en lui détruisant ses murs, ça peut être dévastateur. Les orques, cette fois-ci, je les tiens, c'est donc une faction qui est très chaotique, dans le sens où elle a plusieurs unités qui peuvent rater leurs attaques sur un jet de dés, surtout la possibilité de réattaquer après la première attaque et de se redéplacer si les jets de dés sont bons. Donc en fait c'est un peu du tout ou rien avec cette faction-là. Il y a des parties où vous allez vraiment rentrer dans l'adversaire comme dans du beurre en enchaînant les attaques. De façon un petit peu spectaculaire, et ensuite il y a d'autres parties où vous allez rater vos jets de dés et ça va être terrible parce que vous allez réussir à rien faire. Donc c'est assez spécial à jouer, mais c'est très très amusant. Ils ont aussi la possibilité d'immobiliser l'adversaire, de le geler sur place avec des cartes actions spéciales. Voilà. Ils ont aussi des petits murs et la possibilité d'attaquer avec leur summoner a la possibilité de faire des dégâts à toutes les créatures qui se trouvent à proximité des murs. Donc ça tient l'adversaire à distance. Et enfin les elfes qui ont eux des capacités très puissantes, puisque ils ont des archers qui tirent plus loin, ils ont des soldats qui n'ont pas besoin de jeter le dé pour réussir à faire des touches. Ils font des touches directes suivant leur force d'attaque, qui sont faibles mais qui sont sûrs de toucher. Ils ont des créatures qui prennent le contrôle, ils ont un dragon, cracheur de feu, qui permet des attaques à distance et faire des dégâts sur toute une ligne. Donc c'est assez spectaculaire, assez équilibré. Donc c'est vraiment le chaud et le froid c'est le cas de le dire pour ce starter-là. Vous avez une unité très incertaine dans ses attaques, et puis une faction très incertaine, et puis une faction, au contraire, qui touche à tous les coups. Donc c'est pas du tout le même feeling en termes de jeu. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à faire votre choix si vous souhaitez acquérir une boîte de base de Summoner Wars. Rebonjour. Maintenant que vous avez vu un petit peu comment le jeu se jouait, puisque vous avez une vision globale des règles et du contenu des boîtes, je vais vous donner mon opinion sur le jeu. J'adore Summoner Wars. C'est vraiment un excellent jeu de duel, toujours, avec cette limitation-là, et le fait que les règles pour jouer à 4 sont assez intéressantes, mais le jeu, on sent qu'il est vraiment conçu pour être joué en 1 contre 1. Donc ce qui est surprenant au premier abord et très très impressionnant, c'est l'extraordinaire économie de moyens qu'on trouve dans les règles. Ça, pour vous le démontrer, je vais juste vous rappeler la manière dont fonctionnent les règles. D'abord, on pioche
des cartes jusqu'à avoir une carte une main de 5 cartes. Ensuite, on invoque ce qu'on peut, en défaussant des cartes qui sont dans la pile de magie et qu'on met dans la défausse, autant que nécessaire. On pose des cartes orthogonalement à un mur que l'on possède. Ensuite, on peut jouer des événements, autant qu'on veut si les conditions d'utilisation sont réunies. Ensuite, on peut déplacer jusqu'à 3 créatures de 2 cases orthogonalement. Ensuite, on fait les combats, 3 combats, tout simplement. Les attaques des créatures sont égales au score qui est sur la carte. On jette ce nombre de dés et chaque dé qui sort un résultat supérieur à 3 est une touche que l'on déduit des points de vie de la créature attaquée. Et enfin, on défausse autant de cartes qu'on veut dans l'espoir de pouvoir piocher des cartes en début de tour suivant. Voilà. C'est très très simple, c'est très facile à expliquer, oui, je vais le faire en 1 minute 30. C'est incroyable, et en fait toute la complexité, toute la richesse vient d'autres choses, de la surcouche qui sont créées par les cartes. Alors, c'est un jeu qui est très portable, vous voyez, la boîte, même si les nouvelles boîtes sont un peu différentes, je crois qu'elles ont à peu près gardé ce format-là. C'est un jeu hyper compact, et je pense qu'on pourrait mettre la même chose, enfin tous les decks, c'est-à-dire les deux ensemble, dans la même, en serrant un petit peu, et en n'ayant qu'un seul jet de dés et une seule carte. Donc le jeu est vraiment facile à emporter en vacances ou n'importe où, ça c'est bien. Il est plus encombrant à jouer, mais en revanche, il est super portable. Les races sont très très diversifiées, chaque faction a son style de jeu, et tout ça vient des cartes elles-mêmes. Il y a les chaotiques, les orques du froid, les nains qui sont très forts en défense. Elles ont vraiment leur caractère, leur style de jeu propre, et leur force et leur faiblesse. Et c'est cette connaissance-là qui va qui va faire la différence entre un bon joueur et un joueur en apprentissage. Le jeu est extrêmement équilibré. On peut voir sur Internet que les statistiques d'utilisation des cartes, enfin des factions, font qu'il n'y a aucune faction qui domine largement le plateau, enfin le méta-jeu. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les decks sont customisables, les règles sont très simples pour faire des petites modifications. Le jeu n'est pas du tout cher, puisqu'en fait il suffit de rajouter que quelques cartes pour modifier entièrement la physionomie de la faction qu'on joue et son style de jeu. Donc ça c'est vraiment très sympa. Donc tous ces éléments-là concourent à faire un jeu vraiment très agréable à jouer. Les parties sont assez rapides, il faut compter entre 20 et 30 minutes pour une partie. Elles sont extrêmement tendues, dans le sens où c'est très fréquent à son tour de détruire une grande partie des créatures de l'adversaire, de se retrouver en position de force, mais lui à son tour il va remettre en jeu de nombreuses créatures, vous attaquer à son tour et détruire la plupart des vôtres. Donc c'est vraiment un va-et-vient incessant, et jusqu'à la fin on peut vraiment pas dire qui va l'emporter, sauf quelqu'un qui a une maîtrise, une chance au dé qui fait que bon. Alors ça m'amène à l'élément un peu négatif qu'on pourrait reprocher au jeu, sur lequel moi j'ai pas de problème avec ça, mais c'est un jeu qui est quand même aléatoire sur une partie. Il n'y a pas assez de jets de dés pour que la loi des grands nombres aplatisse les capacités différentes de chaque faction. Donc il peut y avoir, et notamment sur les factions qui sont les plus dépendantes aux jets de dés, qui font des jets de dés un peu pour tout, eh bien, il peut y avoir des effets un peu spéciaux. Il y a la pioche, donc tout ça, il y a des gens qui n'aiment pas cet aspect-là, qui n'est pas aléatoire quand on commence à faire plusieurs parties, et qu'on ne joue pas sur une partie, mais qu'on joue au meilleur de 3 ou 4 parties, et qu'on fait quelque chose d'un peu plus consistant. Là, le niveau commence à apparaître en supprimant la partie aléatoire qui est propre à ce type de jeu. Le matériel est assez moyen, mais le jeu n'est pas cher, donc les cartes sont pas de super qualité, mais on les bat assez peu, ce qui fait qu'elles ne s'abîment pas beaucoup. C'est pas la peine de les mettre sous pochette à mon avis, et le plateau en papier, il est ce qu'il est, il a le mérite d'exister. Sa qualité n'est pas extraordinaire, mais ça rend le jeu très portable, très léger, c'est très simple à transporter, donc c'est vraiment agréable à ce niveau là.
Alors, quelque chose qui, et là on rejoint le côté comparaison avec Mage Wars, c'est que bien que ce soit des jeux avec des thèmes assez similaires, Summoner Wars est beaucoup plus abstrait. On a vraiment l'impression d'un jeu beaucoup plus proche des échecs, ou de ce type de jeu très abstrait, très froid, entre guillemets, très mécanique, alors que Mage Wars est beaucoup plus propre à ce niveau. Il y a vraiment une immersion qui est beaucoup plus importante. Les parties sont certes plus longues, mais on a vraiment beaucoup plus l'impression d'y être. Donc là, en fait, le jeu est assez mécanique, mais les mécaniques sont très élégants, avec une grande variété. En fait, il y a beaucoup de gens qui comparent Mage Wars et Summoner Wars, et moi je ne suis pas du tout d'accord, ni par rapport à l'ampleur, l'ambition des deux jeux, et c'est totalement différent. En revanche, vous voyez un jeu avec lequel je le comparerais volontiers, c'est Neuroshima X, qui est exactement le même genre de jeu que peut être Summoner Wars. Donc c'est un jeu avec un quadrillage fixe, avec des armées, avec des pouvoirs très très différenciés, des factions très très différentes, et avec des mouvements très scriptés, très limités à chaque fois, la même part de hasard, que ce soit dans la pioche, avec les cartes d'attaque, enfin les tuiles d'attaque de Neuroshima, ou la présence des dés et puis le hasard de la pioche. Donc tout ça, à mon avis, font que ce sont des jeux qui ont le même goût, la même saveur en termes de jeu, et que je rapprocherais énormément par les sensations qu'il procure. Donc si vous aimez Neuroshima, ou si vous détestez Neuroshima, je pense que il y a un cousinage assez évident entre les deux. Le thème est complètement différent, mais ce sont des jeux qui se rapprochent l'un de l'autre, à mon avis, de façon indéniable. Donc c'est un moyen pour vous de pouvoir identifier si vous aimerez l'un ou l'autre. Donc voilà, j'ai fait le bilan de Mage Wars. C'est vraiment un jeu qui est de très très bonne qualité. En plus, là, je n'ai fait que vous présenter les starters. Ce sont chacune des 4 factions est améliorable ensuite avec d'autres decks. Et il y a plein d'autres factions qui sont sorties, donc c'est vraiment un jeu qui a une quantité phénoménale de choses qui sont sorties aujourd'hui. Je vous ai montré mon master set dans la vidéo, il est rempli de cartes et de factions, donc là vraiment la variété est absolument incroyable. Alors je note aussi, je vous informe qu'il y a un portage d'excellente qualité qui a été fait pour iOS, c'est-à-dire les iPhones et les iPads. Je suis pas sûr qu'il soit encore sorti pour Android, mais je crois que c'est dans les tuyaux, si ce n'est déjà fait. Donc c'est vraiment un portage de très très bonne qualité. Moi j'ai passé la plupart de mon été à jouer dessus, avec la possibilité de jouer en ligne, de jouer de jouer solo. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et le jeu est vraiment très bien conçu, avec une très 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 belle interface, une réussite totale à ce niveau en termes de portage. C'est vraiment formidable. Tous les decks ne sont pas encore compris dedans, mais il y a énormément de choses intéressantes. Déjà, toutes les factions de base sont présentes, et le prix est vraiment très compétitif. Ça vous permet de voir un petit peu, vous, si vous souhaitez. En plus, je crois que c'est une appli universelle, donc on peut y jouer aussi bien sur un iPhone que sur un iPad. Donc il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très puissant comme un iPad, ou très cher, pour pouvoir en profiter. Donc ça aussi un moyen pour vous de pouvoir essayer le jeu sans vraiment l'acheter. Même de toute façon, il n'est pas excessivement cher. Donc voilà le bilan, vraiment très très positif à mes yeux pour, en ce qui concerne Summoner Wars. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous donnait envie d'essayer. Et puis je vous retrouve une prochaine fois pour la présentation d'un nouveau jeu. Au revoir, à bientôt.